On va pas se mentir, c'était une bien étrange décennie. Déjà, j'aimerais préfacer cette vidéo en vous disant que se plonger dans une période cinématographique aussi reculée, ça a été une sacrée expérience esthétique. Se plonger aux origines du cinéma, ce n'était pas seulement pour suivre des carrières de cinéastes, ce n'était pas seulement pour suivre l'avancée du monde qui ne fera que s'accélérer et de comment le cinéma en est directement ou indirectement impacté, c'est surtout pour voir comment un langage se construit avec le temps, comment des expérimentateurs vont tout simplement tester des trucs. Tiens, qu'est-ce qui se passe si je monte le film de cette manière? Qu'est-ce qui se passe si je cadre l'action avec cet angle de caméra? Quelles nouvelles émotions je suis capable de créer chez le spectateur juste en bougeant ma caméra d'une nouvelle manière? C'est pendant ces années-là qu'on commence à comprendre que l'émotion ne doit plus venir de l'histoire elle-même, mais de la manière dont on nous raconte l'histoire. Et puis, ne serait-ce tout simplement pas une définition valable de l'art? Bon, peut-être que je m'égare. Qui suis-je pour prétendre détenir quelconque vérité sur un sujet aussi vaste? Mon exploration des années 0 s'est fait par le visionnage de 124 métrages. Ça peut paraître beaucoup, mais quand on sait que la durée moyenne de ces métrages doit être aux alentours des 13 minutes, ça va, j'ai pas l'impression d'avoir fait un marathon. Tout au long de cette émission, j'ai tenu un journal de bord sous la forme d'un fichier Excel, avec une colonne pour le nom du film, l'année de sortie, le nom du réalisateur, la nationalité du film, ainsi qu'une notation répartie en 5 catégories. La catégorie OSEF, les films dont je n'ai rien tiré d'intéressant, et qui ont plus été des moments douloureux, surtout pour ceux qui dépassent les 20 minutes. La catégorie intéressant, des films qui ne m'ont pas forcément accroché, mais où j'ai pu y retenir quelques idées assez sympas. La catégorie sympa, justement, les films devant lesquels j'ai passé un moment pas désagréable. La catégorie vraiment cool, des films qui m'ont sincèrement plu, et devant lesquels j'ai passé un vrai bon moment. Et enfin la catégorie banger, des films qui ont réussi à surpasser leur ancienneté pour venir secouer mes émotions. Une 6ème catégorie existe, la catégorie Masterclass, mais qui pour l'instant n'a jamais été remplie. Même pas par The Lonely Villa qui est pourtant mon top 1 de la décennie. Ok, on a notre dataset, je vais maintenant ouvrir le logiciel Power BI, puis utiliser toutes mes compétences en data analyse pour faire un vrai bilan analytique de la décennie 0, uniquement sur les films que j'ai vus. La première info que je voulais savoir, c'était le nombre de films. Voilà qui est fait. On va maintenant créer un line chart afin de voir l'évolution de ma consommation de films. Bon, on constate qu'en 1900 et 1901, j'avais la flemme. Je n'étais pas hyper investi par le projet à l'époque, puis finalement c'est un exercice de création qui m'a plu, et ça a commencé à monter à partir de 1902. 1907, j'ai complètement pété un câble avec 23 métrages à mon actif. C'est l'année où j'ai vu le plus de trucs, avant de constater que les films devenaient de plus en plus longs, et que j'avais de moins en moins de temps libre. Il y a une autre métrique qui m'intéresse beaucoup, c'est si j'ai eu une approche diversifiée et ouverte sur le monde dans mon exploration. Et c'est pas terrible, j'ai un total de 9 pays représentés, dont 5 qui n'apparaissent qu'une ou deux fois. Je n'ai vu qu'un seul film russe, un seul film espagnol, et qu'un seul film autrichien. Sinon j'ai vu 2 films danois et 2 films allemands. Pour ceux qui sont un peu plus présents, on a l'Italie avec 4 films et la Grande-Bretagne avec 10 films. Mais clairement, la production cinématographique de la décennie 0 dont j'ai pu faire l'expérience est largement dominée par les États-Unis avec 43 films et surtout par la France avec 60 films. Pendant toute la durée de l'émission, quasiment la moitié des films que j'ai vus sont français. 3 choses ont probablement biaisé mon exploration. Premièrement, mon conditionnement culturel, à savoir ma volonté de me diriger vers des terrains qui me sont familiers. Deuxièmement, par ce qui était mis en avant par les ressources historiques sur internet, que ce soit des chaînes YouTube ou les différents sites que j'ai explorés. Et puis, c'est peut-être tout simplement vrai. Probablement que c'était les 2 pays qui avaient le plus d'avance en termes de production cinématographique. Si on combine les 2 graphiques précédents, on se retrouve avec ce bordel. Ce que vous voyez, c'est l'évolution de la présence nationale au cours des années. On remarque qu'après 1907, je ne suis plus du tout retourné vers le cinéma britannique, que l'épisode de 1906 était particulièrement français, et que l'Italie commence à apparaître à la toute fin du tableau. Peut-être que c'est un pays qui va devenir important dans les années 10. En tout cas, j'essaierai, pour la décennie des années 10, d'étendre bien plus ma recherche cinématographique, et d'avoir une recherche géographique un peu plus équilibrée. On a décomposé par année, on a décomposé par pays, j'ai maintenant envie que l'on décompose par réalisateur. Un premier graphique assez simple que je peux vous montrer, c'est le Clustered Bar Chart, qui me montre combien de films j'ai pu voir de tel ou tel auteur. On constate qu'il y a pas mal de réals dont je n'ai vu pour l'instant qu'un seul film. Sinon j'ai ces 5 réalisateurs dont j'ai vu 2 films, puis j'ai Lucien Nonguet, Louis Feuillade et Ferdinand Zecca avec 3 films, James Williamson avec 4 films, qui a été mon réalisateur préféré sur les 3 premiers épisodes et que j'ai complètement largué dès 1903. Wallace McCutcheon, James Stuart Blackton et Alice Guy dont j'ai vu 5 films, Albert Capellani 7 films, Segundo Deschomon et Griffiths c'est 10 films, et bien sûr, les 2 titans que sont Edwin Stanton Porter avec 18 films et Georges Méliès avec 22 films.
Pour ma part, c'était clairement eux, les deux plus grands cinéastes des années 0. Il y a enfin la colonne notation, que j'ai pas du tout traitée. Je vous invite donc à la 3e page de mon Power BI. Je suis trop fier de cette page. Ok, c'est un peu le bordel, mais là, on a tout. On a le code couleur allant du rouge au vert en fonction de mon appréciation des œuvres, l'évolution dans le temps, ainsi que tous les filtres que je veux et qui sont tous connectés entre eux. Même sans parler du grand tableau à droite, si je filtre uniquement sur britannique, ça m'affiche les années où la Grande-Bretagne est présente, ainsi que les auteurs ayant créé pour ce pays-là. Et à droite, on constate qu'il n'y a pas grand chose à constater. Il y a des bons films et des films inintéressants. Le cinéma de Méliès, avec lequel j'ai eu du mal au début de l'émission, a quand même su me séduire avec des films comme Le Royaume des Fées, comme Le Voyage à travers l'impossible, et surtout avec Les 400 farces du diable. Malheureusement, j'ai vraiment fini par me désintéresser de son cinéma à partir de 1908. D'ailleurs, je n'ai aucune idée de si c'est intéressant ce que je vous raconte, mais en tout cas moi je m'éclate. Griffiths, c'est soit j'adore, soit je m'ennuie. C'est d'ailleurs le seul réal avec 2 films classés en banger, alors qu'il a commencé sa carrière beaucoup plus tard que les autres. Avant que Griffiths devienne mon réalisateur préféré de l'émission, il y avait Edwin Stanton Porter, dont le climax de sa carrière avait été atteinte avec The Trainwreckers. Puis chaque année, il est là, à part 1909, à sortir des films très plaisants. Et avant Edwin S. Porter, il y avait James Williamson, qui était sur une excellente lancée au tout début de l'émission, avant de sombrer dans mon indifférence dès 1903. Et puis il y a bien sûr tous les autres réals qui étaient très présents, mais qui n'ont jamais vraiment été touchés par la grâce. Je pense notamment à Segundo de Chaumont, qui pour ma part, a toujours fait du Méliès en moins bien. Je pense à Wallace McCutcheon, qui a longtemps collaboré avec Edwin S. Porter, mais sans jamais atteindre son talent. Je pense aussi à James Stuart Blackton, où je me disais que j'allais forcément reparler de lui après son film sur l'hôtel hanté, qui était très cool. Bon, ça n'a pas été le cas. Albert Capellani aussi, très souvent présent, mais jamais avec d'excellents films. Si on décompose par année, on peut constater que 1902 est techniquement la pire année de l'histoire du cinéma, malgré la présence de The Little Marseller, et que 1909 a été l'année la plus passionnante à explorer, avec pas moins de 3 films classés en banger. Cette dernière statistique me donne beaucoup d'espoir pour la décennie suivante. C'est une décennie où l'on va voir l'émergence de figures absolument légendaires du cinéma. On va traverser une guerre mondiale. On va voir de nouveaux pays entrer dans la compétition. On va voir le début de certains mouvements cinématographiques, ainsi qu'une industrie de l'image en mouvement devenir de plus en plus puissante. On va voir la durée des films drastiquement s'allonger, jusqu'à atteindre le format que l'on connaît aujourd'hui, et qui mettront mon temps libre encore plus en péril. On aura des passages à vide, avec des films de plus de 2 heures qui feront l'exploit d'être parfaitement inintéressants. On aura de gros débats politiques, avec des représentations extrêmement datées, voire problématiques. On va peut-être dépasser les 20 abonnés. Mais surtout, on va regarder des bons films. Et c'est ça le plus important. Alors, vous venez avec moi ?